Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 avril 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Comme vous le constatez, aujourd'hui, j'ai braqué ma webcam sur un pan de ma bibliothèque car j'ai encore des problèmes avec la nouvelle interface YouTube. Alors, en attendant que je réussisse à trouver la solution, je vais disparaître de l'écran. Et ça va me reposer moi-même, puis peut-être vous aussi d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je vous lis un passage de Louis Lavelle, La parole et l'écriture. Comparaison de la parole et de l'écriture. La parole et l'écriture sont les deux miracles qui font descendre la pensée dans le monde de la voix et du regard, de l'action et du spectacle, en les obligeant à se joindre. On peut bien dire tout d'abord que l'écriture, ce n'est rien de plus que de la parole fixée. Alors, parler, écrire, c'est également entreprendre une action qui intéresse les personnes plutôt que les choses, mais une action dont l'essence est de n'être que commencer. Cette action dans la parole est plus directe et plus apparente. Dans l'écriture, elle est plus lointaine et plus précaire. Dans la parole, elle ne dépasse pas le cercle le plus restreint. Dans l'écriture, elle ne s'assigne aucune borne. Pourtant, si on les considère dans leur pureté, c'est à la parole qui s'exerce dans l'instant qu'il appartient de produire l'action, au lieu que l'écriture, qui parle à l'âme plutôt qu'au corps, n'a pour fin que la contemplation. Il ne faut donc pas confondre leurs rôles, bien qu'elles puissent en changer, et qu'il y ait de l'une à l'autre de nombreuses transitions. Car il ne faut pas oublier non plus que l'action suscite la contemplation et que la contemplation contient 1000 actions possibles. Ce n'est point l'écriture, mais le disque qui fixe la parole et la répète indéfiniment. Au contraire, l'écriture qui semble matérialiser la parole la rend muette et secrète, de telle sorte que ce n'est pas la parole qu'elle garde, mais la pensée, qu'elle nous oblige toujours à ressusciter, à éprouver, à prolonger et à élargir indéfiniment. L'écrivain éveille chez le lecteur les puissances de la solitude et non pas celles de la vie commune. Il use de mots si silencieux que quand il parle, on dirait qu'il se tait. Et c'est mauvais signe quand on entend sa voix et qu'elle produit encore en nous une sorte de tumulte. La matérialité du son persiste encore dans la parole la plus délicate. Il faut qu'elle s'abolisse dans l'écriture pour ne plus laisser subsister que la pensée toute nue. Il suffit que le regard effleure la page. Il laisse presque tout ensuite à l'opération de l'esprit pur. La force de la parole est une force d'un moment, mais celle de l'écriture se communique à notre pensée dès qu'elle s'y applique. C'est moins un passé qui s'est conservé qu'une présence de toujours qui nous est révélée, et les textes les plus vieux nous semblent surpasser le temps. Le feu du regard trahit chez l'auditeur un intérêt actuel qui le sollicite à agir. Dès que le regard du lecteur quitte les lignes du livre, il se tourne vers le dedans et commence à contempler. C'est parce que la parole s'engage dans le temps qu'elle est si vivante. En elle, le spirituel s'est fait lui-même charnel. Elle est toujours actuelle et animée. Il faut qu'elle nous remue. L'écriture, au contraire, est un langage silencieux et dépouillé qui nous paraît abstrait et universel
comme s'il était devenu indépendant de celui qui le parle et de celui qui l'écoute. Non point qu'il ait perdu tout accent, mais c'est un accent propre à l'idée, plus encore qu'à la personne, qui s'est elle-même éloignée et comme effacée. C'est de nous seuls, souvent, qu'il dépend de la refaire revivre. La pensée y paraît plus pure, comme s'il était enfermé dans un dépôt où tout le monde peut aller la chercher. Et cette sorte de survivance du passé dans le possible pur est le signe même de son éternité. Si la parole sert à évoquer devant les personnes présentes des choses absentes, l'écriture est d'abord une suppléance de la parole à l'usage des personnes absentes. Elle multiplie donc tous les avantages et tous les défauts de l'absence, non pas seulement parce qu'elle transforme la chose en idée, mais parce qu'elle ne crée un lien entre les personnes qu'en les dépouillant, pour ainsi dire, de leur corps. Qu'ainsi l'écriture soit autre chose que la parole et que son unique objet ne soit point de la reproduire, cela apparaît dans la pratique de ceux qui s'aiment et qui ne se contentent pas de se voir tous les jours, mais sentent le besoin de s'écrire pour ajouter encore à tout ce qu'ils se disent, comme si la parole ne réussissait pas à exprimer tout leur amour, comme si les lettres donnaient à tous les témoignages momentanés de cet amour une assurance de durée, comme si enfin il avait encore besoin de l'absence pour l'éprouver et le transfigurer. Et il arrive que l'absence leur apporte encore plus que la présence, ce que toutes les lamentations qu'ils font entendre sur elle ne dissimulent pas toujours. Pourtant, on peut dire beaucoup de choses que l'on ne peut pas écrire, non pas seulement parce que la parole s'efface et que l'écriture reste, ce qui supposerait que le propre de la parole, c'est de pouvoir être renié, mais parce qu'on choisit celui à qui on parle, au lieu que le sort de l'écriture, même la plus secrète, c'est d'être livré à tous. Aussi nous invite-t-elle presque toujours à chercher ce fond d'humanité commune où chacun peut reconnaître sa destinée propre plutôt que les événements particuliers qui la remplissent et qui n'intéressent que son histoire ou celle de ses voisins les plus proches. Dans les mémoires eux-mêmes, à travers tant d'anecdotes périssables, c'est soi-même, c'est-à-dire l'homme éternel, que l'on cherche. Les hommes qui ont plus de goût pour l'écriture que pour la parole attendent tout de la solitude. Et ceux qui ont plus de goût pour la parole attendent tout de leur contact avec un autre esprit et de la révélation qu'il pourra leur apporter. Il y a pourtant une pénétration permanente entre ces deux formes de l'expression, car la parole sert souvent à communiquer ce qu'on a trouvé dans la solitude, et l'écriture, ce qu'on a découvert dans la conversation avec autrui. L'écriture ressemble toujours à un monologue plutôt qu'à un dialogue, et c'est même la seule espèce de monologue qui ne soit point tout à fait un artifice. Mais c'est aussi un dialogue idéal, avec un auditeur absent, avec un auditeur possible, avec un auditeur inconnu et qui ne nous répond pas. Or, cet auditeur, c'est tout homme qui vivra jamais dans ce monde, que nous éveillerons peut-être un jour à la vie de l'esprit, et qui nous enrichit déjà du don même que nous lui faisons et qu'il ne discerne pas toujours. S'il arrive que l'on mette la parole au-dessus de l'écriture, c'est parce qu'elle a une action plus immédiate et plus pressante qui s'exerce sur le corps et qui émeut toujours davantage. On regrette souvent de ne l'avoir pas captée par l'écriture, comme si, quand la présence est abolie, elle pouvait encore avoir le même jaillissement et retrouver les mêmes échos. Mais elle n'aurait pas la même audience, car celui qui se confie à l'écriture écoute un autre Dieu que celui qui se confie à la parole, un Dieu plus secret dont le sanctuaire
est mieux gardée. L'erreur, c'est de penser que l'écriture peut conserver cette sorte de légèreté ailée de la conversation qui s'évapore dans le temps et que le visage vivant d'un interlocuteur ne cesse d'exciter et de ranimer. Il n'y a que le genre épistolaire qui cherche à en approcher. On la voit s'attacher souvent à retenir certaines heureuses de la rencontre, de la parole, qui se sont dissipées presque aussitôt. Mais les conversations qui nous ont paru les plus émouvantes et les plus profondes nous déçoivent dans le texte où on les a fixées quand la réflexion est de loisir. Elles nous impatientent par leur lenteur. Elles nous paraissent pleines de choses frivoles et inutiles. L'écriture ne vaut que par la densité, qui est une sévère économie du temps et qui nous détourne du train de la vie quotidienne pour nous obliger à nous connaître et à nous approfondir. On la considère souvent comme un emploi du loisir et même comme une perte de temps, ce qui est vrai, mais en ce sens qu'elle nous arrache au temps, comme le confirme la lecture quand elle donne tout son fruit. Il y a une étonnante contradiction entre l'art de celui qui parle et l'art de celui qui écrit. La répugnance à parler ou à écrire peut être presque invincible, même chez les hommes dont c'est le métier. Saint-Cyran disait « J'aime mieux dire 100 messes que prêcher une fois ». Inversement, la seule nécessité d'écrire une lettre corrompt parfois la journée des esprits les plus prompts et les plus agiles. Il faut savoir distinguer ces deux sortes de pensée, dont l'une ne convient qu'au discours et la seconde au livre. En les mélangeant, on perd tout. Tel orateur disait « Je ne pense qu'en parlant » et tel écrivain « Je ne pense, ce qui s'appelle penser, que la plume à la main ». C'est qu'il y a deux races d'hommes, dont les uns n'ont de commerce avec l'esprit que par leur moyen de leurs semblables, et les autres que dans la solitude, race de prophètes ou d'anachorètes. Mais s'il est rare que ce soit les mêmes qui aiment à parler et à écrire, certains écrivent comme il faut parler, et d'autres parlent mal qui écriraient bien. Car parler, c'est toujours parler aux autres, c'est-à-dire enseigner. Au lieu qu'écrire, c'est se parler d'abord à soi-même et parler aux autres comme on se parle à soi-même, de telle sorte que la parole a plus d'action et cherche à persuader, au lieu que l'écriture nous oblige à nous replier sur nous-mêmes et oblige les autres à nous imiter. Il est difficile à l'homme seul de penser, sans se servir de la plume, qui est l'outil par lequel la pensée se réalise. Jusque-là, la pensée n'est qu'une possibilité, comme on le voit par l'exemple d'un artiste qui penserait ses tableaux sans songer à les peindre. Et la pensée elle-même, que peut-elle être de plus qu'une écriture, une peinture imaginée? L'estime souvent superstitieuse que les hommes ont pour l'écriture ne s'explique que parce qu'elle enferme ce vol ailé de la parole, l'acte rapide et insaisissable de la pensée dans certains signes visibles qui subsistent devant nous comme ces choses et qui sont proprement des talismans d'où nous pouvons faire jaillir à nouveau, dès que nous le voulons, cet univers miraculeux. Véritable talisman, en effet, qui joignent le matériel au spirituel et ne cherchent dans le premier que le moyen de nous donner l'autre. La parole est si naturelle à l'homme, le livre est si mystérieux que le primitif pense que le livre parle et approche de lui son oreille pour l'entendre. Les traits les plus simples ou les plus rudimentaires, dès qu'il apparaît sur la surface de la pierre ou du papier, comme tracés par la main de l'homme pour témoigner de ses pensées, ont beau être pour nous les plus mystérieux des hiéroglyphes, ils remplissent notre âme d'une émotion presque sacrée qui l'emporte singulièrement sur celle que peuvent produire en nous les figures dessinées ou gravées par l'art le plus lointain ou le plus étrange. Le danger le plus grave de l'écriture
c'est qu'en enfermant le verbe dans la lettre, elle puisse la mettre à sa place, au lieu que la lettre n'est là que pour soutenir notre faiblesse, c'est-à-dire pour évoquer le verbe et disparaître. Ce même préjugé de la valeur absolue de l'écriture fait que les plus savants vont toujours chercher si une citation est exacte et non pas si son contenu est vrai. L'écriture enferme la pensée dans un corps mort, mais qui à tout instant ressuscite. Elle nous éloigne singulièrement de tous les objets familiers dont la forme est habituellement sous nos yeux, mais pour accroître le prestige de tous ces signes qui les évoquent et porte sans cesse notre pensée au-delà. Mais surtout, elle produit une sorte d'écart entre l'action et la pensée de l'action qui la spiritualise. C'est pour cela que ceux qui vivent dans les livres, comme ceux qui les écrivent, habitent déjà un monde dématérialisé où les choses, transmuées en idées, ne laissent substituer d'elles que leur signification pure. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, pardon, je vous remercie d'être là. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, le livre Voyageur, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à la dite librairie dans le quartier Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.